On va passer à la suite. Alors, on a beaucoup de retard et on va essayer d'essayer on va pas rattraper grand-chose, mais voilà. Donc, on va accueillir Virginie, Adriane et Laurent. On les applaudit bien fort. C'est là que je laisse. Ah ouais, c'est quand même. Et je vous laisse. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités. On est là pour vous, Adriane et Virginie, moi-même, on est là pour vous présenter Soignants Augmentés. Alors, Soignants Augmentés, c'est un projet qui développe à travers des outils de communication et des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir réduire le temps de prise en charge des patients et pour réduire aussi la charge mentale des soignants. Alors, un petit slide. Alors, le PowerPoint n'est pas encore projeté, on oublie. Alors, juste pour l'intermède, pour vous dire que nous n'avons pas de conflit d'intérêts. Voilà, ça c'est fait. Alors, nous allons, sur le déroulé de la présentation, d'abord parler de la genèse du projet et ensuite la mise en place du projet sur les différents services avec le retour qu'on a eu, retour d'expérience sur cette mise en place et puis une prospective sur la prochaine année en fait, sur les prochains mois et après on dézoomera pour avoir une réflexion un peu plus globale dans l'intégration de ce projet sur à la fois le territoire et sur l'organisation avec les différentes structures. Je laisse la place à Virginie. Du coup, nous, on est parti un peu, le projet, il a trouvé un peu naissance en Réa, à Chalon, où on travaille toutes les deux avec Adriane. Parce que pendant la crise Covid, en Réa, on avait plutôt l'habitude de travailler, nous, les portes ouvertes, parce qu'il y avait une raison à ça. Nos respirateurs ne remontaient pas, les alarmes ne remontaient pas sur nos centrales de surveillance. Du coup, on laissait les portes ouvertes pour entendre les alarmes. Seulement, le Covid est passé par là, donc il a fallu fermer les portes pour ne pas propager la contamination. Et là, plus de respirateurs, on les entendait plus sonner. Donc on s'est dit, c'est pas possible comme ça, il va falloir trouver une autre façon de travailler. Donc on s'est beaucoup questionné. Et de là est né le projet d'externalisation des alarmes en réanimation. Donc on a un gros travail qui a été fait en Réa avec toute l'équipe de Réa, les médecins, les soignants. Et du coup, on a bossé sur le fait que toutes les alarmes de nos dispositifs médicaux devaient remonter sur une centrale de report d'alarme indépendante de notre centrale de surveillance. Ce qui fait qu'à force de travail, on a pu mettre 2 centrales, une dans chaque secteur de surveillance de report d'alarme. Et là, on a la visu de nos respirateurs en dehors de la chambre. Donc on peut travailler porte fermée. Et tout cela, ça a aussi permis de travailler sur la gestion des alarmes, donc sur les alarmes fatigue. Et puis on a pu réussir à sécuriser du coup nos pratiques et la prise en charge de nos patients. Parti de là, on s'est dit, alors c'est vrai que nous, en Réa, on a de la surveillance accrue, mais que pendant le Covid, les services classiques, ils ont aussi fait de l'OHD, et puis ils font aussi de la transfusion, et puis on s'est dit, mais eux, ils n'ont pas moyen de surveiller comme nous nos patients, parce que déjà les ratios dans les services classiques, c'est pas les mêmes ratios qu'en Réa. Donc on s'est dit, comment on pourrait les aider à faire en sorte faire en sorte de surveiller leurs patients plus précisément, juste un seul patient, par exemple. Du coup, on s'est dit que cette surveillance, elle allait être chronophage pour des services classiques, parce que, comme je vous ai dit avant, les ratios ne sont pas du tout les mêmes qu'en réanimation pour le personnel. Donc, on a essayé de réfléchir sur comment leur mettre à disposition un outil de mobile de surveillance de constante. Et puis, on est même allé un petit peu plus loin en se disant peut-être que ça serait une bonne idée aussi de travailler sur le fait qu'on pourrait plus ou moins prédire une dégradation d'un patient. Du coup, on s'est dit que tout ça, ça allait anticiper l'état de dégradation de santé du patient, qu'il y aurait une meilleure organisation de l'activité de soins. Et le but de tout projet soignant augmenté, c'est vraiment de passer d'une prise en charge qui est historiquement curative à une prise en charge préventive. Les objectifs du coup du projet soignant augmenté, c'est de sécuriser les soins et la prise en charge du patient. C'est de faire en sorte que la charge mentale des soignants baisse et c'est d'anticiper l'état de dégradation des patients. Merci. Donc, vous l'avez compris, en fait, Soignants Augmentés, c'est de pouvoir collecter des données pour avoir, de transformer en fait
les signaux faibles en un signal fort qui va nous permettre d'avoir un indicateur prédictif de la dégradation du soignant. Alors pour ça, on a mis en place un dispositif. Alors au début, on l'a testé dans un service de soins ambulatoire. L'objectif, pourquoi un service de soins ambulatoire? C'était intéressant pour nous parce que c'était un service où les patients venaient la journée, où ils venaient pour un traitement ou pour une transfusion et éventuellement un bilan. Et il fallait pouvoir les surveiller pendant cette période. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis en place des dispositifs de monitorage. Alors des dispositifs de monitorage dans chaque chambre qui étaient fixes ou mobiles et on les a connectés à notre réseau informatique, alors réseau filaire ou réseau sans fil, Wi-Fi. Toutes les données, que ce soit les alarmes ou les données de constante, sont remontées sur une centrale de surveillance qui se trouve dans le poste de soins, sur un principe classique, et sont aussi renvoyées, on le verra plus tard, dans un concentrateur de données cliniques. Et on a la possibilité avec ce type d'équipement de pouvoir envoyer des notifications ou des alarmes de façon ciblée sur les soignants, que ce soit les médecins ou l'équipe paramédicale. Donc vous l'avez compris, l'objectif c'est d'envoyer la bonne information au bon endroit, au bon moment. Donc pour vous exposer le travail qui a été fait, donc on va faire un rétexte sur les services tests de la première phase. Donc l'objectif c'était mesurer l'efficacité du système et d'identifier les ajustements éventuellement nécessaires. Donc on a commencé en médecine ambulatoire, comme vous l'a dit Laurent. Donc c'est un service qui accueille des patients hospitalisés sur une durée de temps de séjour inférieure à 12 heures, qui ont des traitements spécifiques et ils viennent ici forcément pour être monitorés durant ce traitement, des bilans diagnostiques. Donc ils utilisent majoritairement des dispositifs mobiles à surveillance de constante qui sont très appréciés des patients car plus confortables, la mobilité, donc ils laissent plus de place à la mobilité du patient. Les dispositifs mobiles de report d'alerte permettant la surveillance continue et à distance. Et puis bien sûr la sécurisation de la prise en charge du patient, diminution de la charge mentale des soignants. Et nous, dans cette phase, on était l'accompagnement, la formation des équipes et vraiment sur le terrain auprès d'eux. Donc on a fait également dans un plusieurs services, la maladie infectieuse, la neurologie et la chirurgie orthopédique. Donc un large panel de patients et de pathologies, assurer la continuité des soins, l'inclusion des équipes de nuit ont été faites aussi au test avec des formations et voilà, qu'il n'y ait pas de coupure entre le jour et la nuit. Donc l'objectif c'est l'utilisation mixte des dispositifs mobiles et fixes, la surveillance accrue lors des protocoles, dans des cas notamment de transfusion, de traitements particuliers, ça peut être des TGN comme en neurologie. Surveillance sur les phases de dégradation et donc l'anticipation de ces phases-là. Sécurisation de la prise en charge et diminution de la charge mentale également. Donc à 6 mois ou dans l'année, les prochaines étapes, c'est un partenariat avec le service des soins médicaux et de réadaptation parce que ce service assure le suivi de la rééducation des patients et ils ont besoin de monitorer notamment la saturation de leurs patients qui partent en rééducation pour prévenir d'éventuelles désaturations. Les kinés nécessitent que les patients se rendent à la salle dédiée à cette activité et donc du coup la sécurisation du patient. Donc surveillance des constantes pendant les séances de kiné et puis projet d'études comparatives sur la charge mentale des soignants avec ou sans le projet soignant augmenté. Donc la première phase a été faite avec l'étude de la charge mentale avant cette phase de déploiement. Ensuite, l'unité de chirurgie ambulatoire. Donc, cette unité est un petit peu comparable en termes de prise en charge à la médecine ambulatoire. Pas la même spécialité. Donc, ils ont une gestion des flux de patients. Beaucoup de patients passent par cette unité. Prise de conscience préopératoire, une surveillance post-opératoire et puis, bien sûr, la validation des sorties. Donc le travail va un petit peu plus loin sur la remontée des constantes du patient directement dans le DPI, dans le dossier de soins, afin de diminuer les erreurs et les remontées de données.
Le soignant est libéré des tâches administratives et peut se consacrer pleinement aux soins relationnels et de qualité, gestion du stress préopératoire notamment. Déploiement général sur l'hôpital, ça c'est une autre phase aussi, la généralisation de la surveillance pour 2025. Alors, donc soignants augmentés, vous voyez, c'est un projet avec différentes phases. Quand on veut développer des outils de communication et d'intelligence artificielle, alors on verra que l'intelligence artificielle, c'est vraiment la dernière étape. Pour faire ça, il faut passer un certain nombre de jalons. Quand on veut faire ce type de projet, alors on l'a appris nous au fur et à mesure, puisqu'on a commencé le management du projet en 2023. Et donc, il y a un certain nombre d'étapes à passer qui sont résumées sur ce slide. La première étape, en fait, c'est d'avoir une infrastructure informatique qui soit robuste et sécurisée et qui puisse soutenir finalement la mise en place de la connexion des différents dispositifs médicaux. On doit sécuriser ce réseau pour être sûr que l'information passe et que notamment les alarmes et les données médicales passent bien au niveau de ce flux. La deuxième étape, c'est de pouvoir avoir une plateforme d'interopérabilité. Alors la plateforme d'interopérabilité, ça sert à plusieurs choses. La première, c'est de pouvoir faire communiquer les différents dispositifs médicaux. Vous le savez, les dispositifs médicaux sont souvent propriétaires et ils ne communiquent pas avec le même langage. Donc il faut avoir un convertisseur de langage, j'ai envie de dire. Et puis, il faut ensuite convertir toutes ces données dans un fichier qui soit compatible pour être stocké et pour que les données soient à la fois accessibles et réutilisables, puisque ces données vont être envoyées dans un concentrateur de données cliniques. Ce concentrateur de données cliniques doit être hébergeur de données de santé. Ça, c'est pour respecter les conditions de la RGPD et de la sécurisation, de la protection des données personnelles. Et une fois qu'on a fait ces étapes, il faut connecter les différents dispositifs médicaux. Alors, pour exemple, l'année dernière, on a tous les dispositifs de monitorage qui sont connectés au niveau de l'hôpital de Châlons, mais aussi les ECG et les échographes. Et on a dimensionné, si vous voulez, notre infrastructure pour que cela puisse être étendu à l'ensemble du groupement hospitalier, puisque nous sommes en train de connecter à l'heure actuelle les ECG de Autun, par exemple, qui est un hôpital MCO, ainsi que Mont-Soleil. Une fois qu'on a fait les dispositifs médicaux, on a de la donnée. Et cette donnée, donc, elle arrive, elle est structurée, on peut l'utiliser. Il faut ensuite travailler sur l'interface avec l'utilisateur pour pouvoir présenter ces données de façon synthétique. Et j'y reviendrai dans le slide d'après. Une fois qu'on a franchi toutes ces étapes, on va pouvoir commencer à éduquer notre intelligence artificielle sur différents modèles pour pouvoir produire des scores prédictifs. Alors, là, vous avez un schéma qui représente un petit peu tout ce qu'on vous a expliqué. C'est-à-dire que vous avez sur la partie gauche du schéma les différents moniteurs qui sont connectés. Ils sont connectés à une centrale de surveillance. Et ensuite, les données, que ce soit les alarmes ou les données physiologiques, sont transmises à notre plateforme d'interopérabilité. C'est le cercle en pointillé qui va transformer les données, qui va structurer les données et va les envoyer dans l'hébergeur de données de santé, qui est notre concentrateur de données de santé, sur lequel on a aussi rattaché notre système d'imagerie, mais également toute la biologie et, comme je vous le disais, les ECG, les échographes. On a dans ce concentrateur de données cliniques à la fois les données qui arrivent des patients qui sont hospitalisés, mais on a aussi tout l'historique de ces patients. Et c'est là où c'est intéressant, c'est d'avoir une masse de données avec l'historique des patients. À l'heure actuelle, on en est à 5 ans d'historique de patients. Et on a branché donc sur ce concentrateur de données cliniques notre intelligence artificielle. Et avec ces données, on peut faire des cohortes pour pouvoir
travailler sur des modèles. Alors le premier modèle, et ça c'est l'influence du Covid, c'est la détresse respiratoire. Donc on est en train de travailler sur des protocoles de détresse respiratoire. Quand cette IA sera bien entraînée et qu'elle sera et qu'on aura un score qui sera suffisamment sensible, on pourra monitorer en direct les patients et on pourra envoyer, si jamais on constate une possible dégradation du patient, une alerte, à la fois sous forme de score et sous forme d'alerte, aux soignants sur des téléphones, sur des smartphones, mais qui sont des smartphones de type dispositifs médicaux. Alors, on travaille à l'heure actuelle sur la structuration de ces données qu'on va transmettre aux soignants. Là, vous avez l'exemple de ce qu'on est en train de travailler. C'est une fiche SAED où on va retrouver dessus un certain nombre d'éléments, notamment sur la partie haute, tout ce qui sont les données invariantes, j'ai envie de dire, sur le patient, que sont le nom, le prénom, l'âge, la taille, le poids, le groupe sanguin, des éléments de ce type-là. Ensuite, sur la partie droite en haut, on veut mettre en place une synthèse des antécédents, et c'est là où l'historique des données est intéressante, puisqu'on va pouvoir donner les antécédents chirurgicaux, les antécédents médicaux, le traitement en cours et les allergies éventuelles. Ensuite, on travaille sur un certain nombre de briques, de tuiles que vous avez sur la partie gauche, qui sont en fait des boutons sur lesquels on pourra cliquer et où on pourra faire un appel sur le dernier compte-rendu de radiologie pour afficher éventuellement le dernier tracé de CG ou la dernière biologie ou même jusqu'à la pancarte que l'on a sur le dossier patient. Et puis, la dernière étape, ce sera sur la partie droite, ce sera de pouvoir proposer via l'IA, si les soignants le veulent, effectivement, ils pourront débrancher ou brancher cette fonctionnalité pour leur laisser l'initiative et le choix, c'est-à-dire qu'ils pourront seulement utiliser la partie synthétique des données ou ils pourront aussi demander à l'IA ce que lui proposerait comme diagnostic et pouvoir ainsi aller sur des diagnostics différentiels. Laurent, oui. On a toujours le mauvais rôle d'être le maître du temps quand on est modérateur. Je suis trop bavard? Non, pas du tout. Et du coup, il va falloir qu'on prenne 5 minutes maximum, parce qu'il y a un impératif technique. Voilà. Merci à vous. Alors, on va aller très vite pour la suite. Alors, je vais donner juste deux choses sur la partie soignants augmentés. Donc, vous l'avez vu, soignants augmentés a été déployé dans les services non critiques, on va dire. En parallèle, ça nous a servi aussi pour le service de réanimation, puisque toute la partie avant l'IA, on a pu la faire en parallèle aussi sur le service de réanimation. Alors, c'est un petit peu plus complexe en réanimation, parce qu'on a beaucoup plus de dispositifs médicaux. On a à la fois du monitorage, mais on a aussi les respirateurs, on a les générateurs de dialyse, on a toutes les pousses seringues. Donc tout ça, on l'a connecté, tout ça communique ensemble. Toutes les données et les alarmes sont renvoyées sur une centrale au niveau des postes de soins en réanimation. Et on a travaillé aussi sur la hiérarchisation des alarmes pour pas qu'une alarme de faible niveau puisse cacher une alarme de niveau plus critique. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, je vais passer au slide d'après. Pour conclure, alors en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que on a un vieillissement de la population. On a plus de 18 millions de personnes en France qui ont plus de 60 ans. On a une personne sur 10 qui a plus de 75 ans. Et on a une augmentation, et c'est la conséquence de ça, du nombre de patients, d'afflux de patients qui sont polypathologiques à l'hôpital. Donc on a des patients qui sont de plus en plus compliqués. Et en même temps, on a des pandémies, donc on sait qu'on a une avec le Covid, on sait qu'on en aura d'autres, et qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse avoir de la flexibilité et que certains services qui sont non critiques puissent surveiller, leurs patients et qu'on puisse avoir de la flexibilité sur nos services pour justement garder la réanimation pour les soins vraiment les plus critiques. Et donc, Soignants Augmentés va
est un projet, en fait, si on dézoome un petit peu, qui est un projet de structuration au niveau du territoire, avec les outils de communication et d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de travailler sur le parcours patient et de travailler plus finement les flux de patients, à la fois sur le préhospitalier, la prise en charge au niveau du SAMU, mais aussi sur les flux de patients sur les lits d'aval. Ça permettra aussi de structurer les parcours avec les différentes structures, alors que ce soit les structures MCO autres que l'hôpital support, mais aussi avec les structures médico-sociales. Et puis, dans un temps plus long, on pourra aussi travailler avec la médecine de ville et avec les soignants, les patients qui vont retourner à domicile, puisqu'on a aussi des pendants de surveillance de ces patients qui, une fois passé la période aiguë, pourront rentrer chez eux et pourront également être surveillés. L'idée, c'est de pouvoir avancer beaucoup plus sur la prévention et sur la prise en charge plus rapide lorsqu'il y a un incident ou un accident, pour éviter qu'il y ait une dégradation encore plus importante et qu'il y ait des afflux au niveau du service de réanimation qui soit plus important. Et donc en conclusion, je dirais qu'on va sur une gestion populationnelle sur le territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On l'applaudit bien fort. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Oui. Bien sûr. On passe le micro à... Daniel. Bonjour à toutes et tous, on s'est vu ce matin. Très rapidement, juste pour compléter, alors déjà remercier les collègues qui ont monté ce projet. Ils sont très humbles parce que c'est un projet sur lequel ils sont engagés depuis pas mal de mois au sein du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, et vous l'avez compris aussi à l'échelle du groupement hospitalier désormais. Il y a quelques conditions à tout cela et je crois que c'est important d'insister là-dessus. Quand vous arrivez avec la technologie dans les services d'étage, on n'est pas dans un environnement de réanimation. D'ailleurs, les infirmières n'ont pas du tout l'habitude et il y a énormément d'appréhension. Et cette appréhension-là, il faut la traiter, il faut l'accompagner, il faut rassurer, il faut expliquer. Ça passe aussi par l'engagement des équipes médicales et la protocolisation de tout ce qu'on va mettre en place. Vous ne sortez pas un indicateur, un indice qui prédit la dégradation du patient comme ça, et ça demande énormément de travail en équipe et de réflexion pour que tout le monde soit aligné. Et puis, il faut de l'accompagnement, et ça, c'est aussi un élément de réussite extrêmement important. Vous avez vu, il y a énormément de conditions techniques, et nous, on a la chance d'avoir une direction biomédicale et informatique qui est fusionnée dans notre établissement, donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Si on a besoin de Wi-Fi, on fait tout pour le mettre à disposition des soignants. Mais là où en fait il y a une condition qui est importante, c'est la formation. Et donc Adriane, parce qu'ils ne sont pas présentés, Adriane et puis Virginie qui sont infirmières réciproquement et puis aides-soignantes en réanimation, ont aussi un temps dédié au sein de la direction des technologies de la santé pour accompagner les équipes soignantes au quotidien dans l'exploitation des applications numériques et de tous les outils que vous avez vus là. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de conditions, je voulais insister là-dessus. Et puis évidemment, c'est un projet de longue haleine, il y a beaucoup de services qui nous ont suivis et on a la volonté effectivement de le mettre à tous les étages, dans tous les services. En tout cas à Chalon-sur-Saône, un patient, une chambre, un moniteur de surveillance. Voilà. Merci bien à tous. Je vous propose d'aller vous restaurer pour ceux qui le souhaitent. Il y a tout ce qui vous attend là-bas. Et merci bien de votre présence.